Bonjour, et voici la première vidéo de l'année, les cartes sont-elles fausses? Nous abordons le premier chapitre de géographie de l'année qui s'intéresse aux cartes, à leur conception, à leur but et à leurs limites. Une carte peut paraître a priori objective, en effet, elle montre les localisations des pays, des villes, des ressources, etc. Sur cette représentation du globe, on voit le trajet entre les Mureaux et Bali, pour vous remémorer un petit peu les vacances. Mais cette représentation, bien qu'elle permette d'envisager les distances, les reliefs, n'est pourtant pas une carte. Donc, commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'une carte? Une carte n'est pas un globe. C'est une représentation graphique en réduction de la surface de la Terre ou d'une partie de cette surface. Elle représente donc en deux dimensions un monde qui est en trois dimensions. C'est donc un outil qui permet de représenter la réalité en la simplifiant. Et c'est souvent de là que commencent les interrogations sur la réalité et la véracité de cette représentation. Une carte comporte une projection, une échelle, un langage, c'est-à-dire les figurés, et un message. Ces quatre données peuvent être sujettes à des déformations par ceux qui créent ou diffusent les cartes, même de manière involontaire. C'est donc important pour vous, étudiants de Terminal ES, de pouvoir porter un jugement critique sur ces cartes qui, bien analysées, peuvent vous aider à vraiment mieux comprendre le monde. Tout d'abord, la projection d'une carte déforme la réalité. Il existe trois types de projections. Donc ici, vous les avez représentées sous les figures A, B et C. La figure A représente la projection cylindrique. La figure C représente la projection polaire. Ce sont les deux projections les plus utilisées. En figure B, vous avez une projection qui est dite corrigée et qui essaye de faire une synthèse des deux. Mais qu'est-ce qu'une projection? Une projection est un procédé imaginé pour représenter la Terre à plat. Il en existe plus de 200 et aucune n'est absolument exacte. Ne vous inquiétez pas, pour vous, il ne s'agit pas d'en étudier 200, il s'agit d'en étudier moins d'une dizaine. Le choix d'une projection dépend alors surtout de ce qu'on veut représenter. Donc, par exemple, ici, une projection polaire peut servir différents buts. On peut imaginer par exemple qu'une projection polaire pourrait servir à déterminer les nouveaux flux maritimes liés à la fonte des neiges, ou alors dans le cadre de la guerre froide, de constater que les États-Unis, avec leur région de l'Alaska, et la Russie sont vraiment très proches. Donc ça va être très intéressant pour l'ensemble des flux et des pays qui se situent, on va dire, dans l'équateur, au nord de l'équateur. En revanche, pour faire figurer les flux maritimes par exemple entre l'Australie et l'Afrique du Sud, ça va être des figurés qui vont être très étirés et assez difficiles à lire. En tant qu'étudiant au lycée, vous avez été davantage confronté à ce genre de projection qui est une projection donc cylindrique. Ici, c'est une projection européocentrée. C'est par exemple celle que vous avez étudiée lorsque vous avez étudié l'économie monde britannique. Ici, sur une deuxième carte à projection cylindrique, vous avez un centrage sur le Pacifique qui a d'autres atouts. On pourrait par exemple utiliser cette carte pour établir les relations entre les deux plus grands PIB du monde, à savoir la Chine et les États-Unis. Mais encore plus qu'un centrage ou qu'un lieu particulier à représenter, les différentes projections ne peuvent pas respecter à la fois l'aire d'une surface et ses angles. Il faut donc retenir l'idée de projections dites équivalentes, qui privilégient les aires, et les projections de type conforme, qui privilégient les angles. Bon, de manière plus concrète, vous voyez ici une carte en projection Mercator. Mercator, c'est le nom du géographe flamand qui l'a élaboré en 1569. C'est une des premières représentations rigoureuses du monde. Elle permet de naviguer puisqu'elle conserve les angles entre les continents. Donc sa technique consistait à projeter les points du globe terrestre à partir du centre sur un cylindre tangent à l'équateur, oui. Ce cylindre mis à plat donne une carte sur laquelle les méridiens sont représentés parallèlement et forment des angles droits avec les parallèles, ce qui est très utile apparemment pour calculer la position d'un point par rapport au pôle et à l'équateur. Ce qui est important à retenir, c'est que cette carte a été la base de la plupart des planisphères depuis 4 siècles. En revanche, on voit les inconvénients de cette projection. Ici avec ce qu'on appelle les disques de Tissot.
Donc les disques de Tissot permettent de voir les déformations induites par cette projection et par l'ensemble des projections. On va le revoir plus tard. La projection cylindrique classique de Mercator a l'avantage de respecter les angles et donc de faciliter le tracé des itinéraires maritimes ou aériens. Donc pour ça, elle est très utile. Par contre, elle ne respecte pas les surfaces. Donc on le voit bien avec l'exemple du Groenland. Donc le Groenland apparaît comme 2 à 3 fois plus grand que le continent africain dans la projection de Mercator, alors qu'en réalité, il est 14 à 15 fois plus petit. Donc ici, on a une grosse déformation de la surface. Voici un deuxième type de projection, la projection dite de Peters. Donc Arno Peters, c'est un géographe allemand né en 1916. La projection de Peters est une projection dite équivalente, c'est-à-dire qu'elle va respecter les aires, c'est-à-dire que les surfaces réelles vont être représentées sur la carte. Par contre, cela déforme les contours des continents. Voici ce que donnent les disques de Tissot avec cette projection. Donc, ce qui est intéressant avec cette carte, c'est que ça redonne de l'importance en termes de taille aux pays situés au sud de l'équateur et à l'équateur. Donc ici, on a bien l'Afrique qui fait 14 à 15 fois la taille du Groenland. Mais cette projection peut également présenter des inconvénients. Donc déjà, elle déforme la taille des continents et en plus, il y a forcément un centrage. Donc ici, le centrage est sur l'Atlantique. Cette question du centrage a été en partie résolue par la carte qu'on voit, qui est une carte créée par Richard Buckminster Fuller, donc qu'on appelle projection de Fuller dans les années 1940-1950. Elle présente de nombreux avantages en découpant la surface terrestre en polyèdres. Donc déjà, elle présente moins de déformations, notamment par rapport aux projections de Mercator et de Peters. Deuxièmement, elle ne présente pas de biais culturel. Ici, le nord n'est pas en haut et le sud n'est pas en bas. Et enfin, elle représente les continents de la Terre sous une forme d'île unique, dans un océan unique, et donc il y a la volonté de représenter la Terre comme unie. On peut tout de même lui trouver des défauts, donc c'est-à-dire que pour représenter les flux maritimes, ça va être compliqué ici, et de plus, l'Australie apparaît encore excentrée, même si c'est cette fois excentrée vers la droite et non pas vers le bas de la carte. Pour remédier à cela, l'Australien Stuart MacArthur a créé sa carte du monde, que voici. Pourquoi cette carte? Tout simplement pour montrer que l'Australie est au centre également des échanges mondiaux. On peut aussi y voir un message symbolique, donc l'Australie entourée des autres pays et non plus excentrée comme sur l'ensemble des cartes que pour l'instant je vous ai présentées. Donc vous commencez à mieux le comprendre, la recherche de la carte parfaite est vaine, puisqu'à chaque message, on peut trouver une carte qui est plus appropriée ou qui montre un point de vue plus explicatif. En France, pour créer les cartes IGN, on utilise la projection azimutale conique de Lambert. Donc grâce aux différents découpages de cette projection, on a une représentation qui colle au plus près de la réalité afin que les randonneurs ne se perdent pas trop souvent. Sauf qu'avec cette projection, on a une très bonne représentation de la réalité, mais sur des surfaces très restreintes. Et donc, on a coupé en 4 zones euh, l'espace français afin de faire des projections associées à ces 4 zones. Donc, vous le voyez, le choix d'une carte peut aussi être dépendant de l'échelle qu'on veut représenter. Donc nous avons eu un aperçu des déformations causées par le type de projection, mais aussi par les échelles. Alors pour continuer sur les échelles, imaginez les déformations liées à des échelles inadaptées. Par exemple, représenter les réseaux terroristes de Daesh en 2015 en se limitant uniquement à la carte de l'Irak. Bon, ça a peu de sens. On peut aussi imaginer des figurés qui seraient inadaptés, et donc ça vous le faites souvent avec vos cartes. Donc par exemple, la représentation de forêts sous forme de figurés ponctuels à l'échelle de la France métropolitaine, alors que normalement c'est un figuré de surface. Ou encore des échelles de couleurs qui paraissent assez peu appropriées au sujet étudié. Bon, là-dessus je vous laisse avoir de l'imagination.